Après 600 jours de guerre, statistiques assez encourageantes sur la reconstruction à côté de Gaza. Et d'un autre côté, les Israéliens consomment toujours beaucoup de lait malgré les coûts exorbitants. Salut à tous, bienvenue. Le moment de retrouver les chroniques économiques de Daniel Guggenheim, la revue de la presse économique, si vous préférez. Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes docteur en économie et vous n'avez pas votre pareil pour commenter la presse. Alors, ce qui a buzzé cette semaine, on va dire évidemment, c'est le 600e jour de guerre et un peu le bilan de ce qu'il s'est passé, notamment au niveau de la reconstruction dans le sud, en bordure de Gaza. Est-ce qu'on a un peu de détails, un peu de chiffres? Est-ce qu'on sait un petit peu où nous en sommes? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle en hébreu Minelet Kouma, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé, comme vous l'avez dit, de la reconstruction, se relever, quoi. C'est d'ailleurs, Netanyahou a demandé ce que cette guerre soit appelée la guerre de Kouma, de la reconstruction. C'est pour ça que il a appelé aussi l'organisme qui s'en occupe de ce même nom. Et elle a publié, comme vous dites, à l'occasion du 600e jour de la guerre qui est cette semaine, des statistiques assez encourageantes sur justement ce qui s'est passé au niveau de la reconstruction. Une chose importante, c'est bien sûr, on se demande, est-ce que la population est revenue? Bien que souvent traumatisée, et beaucoup de choses ont été détruites. Alors, de façon globale, je sais pas, pour toutes les localités qu'on appelle en hébreu Otef-Haza, c'est-à-dire sur la bordure de Gaza, il parle de 92% des gens qui sont déjà revenus. Ils avaient 64 000 personnes qui étaient, disons, le 7 octobre à ce moment-là, et 59 000 sont revenus sur ces 64 000. Maintenant, il faut quand même noter, puisqu'il faut toujours, comme vous dites souvent, donner la vérité aussi des points moins bons, que dans les endroits les plus traumatisés, il y a des kibbutzim qui malheureusement ont été décimés, enfin, genre 25% de la population, et ils sont les gens ont du mal à revenir là-bas, point de vue moral et psychologique, les enfants, etc. Et là-bas, on n'a que, dans quelques kibbutzim, seulement 25% qui sont revenus. Donc, il faut quand même noter ce point-là quand on parle de statistiques encourageantes. Alors, qu'est-ce qui a permis ça en partie? C'est d'abord le budget que l'État a mis pour ça. J'ai dit souvent que Smotrich, pourtant il était libéral, il a fait ce qu'on appelle une politique keynésienne, c'est-à-dire il a mis beaucoup d'argent dans l'économie, ce qui explique beaucoup de fois, ce qu'on parle ici de la croissance et autres. Il a fait à plein de niveaux et ça nous fait aussi un peu des déficits, mais c'était évident qu'il n'y avait pas de solution à cause de la guerre. Dans un cas comme ça, comme après la guerre, la crise de 29 en États-Unis, c'est ça qui a sauvé l'Amérique. Il l'a fait et ça marche bien pour l'économie. Maintenant, point de vue donc, pour revenir à notre Milet Kouma, c'est-à-dire à cette organisation, il a reçu d'abord 1,4 milliard de shekels immédiatement cette année. Tout de suite. Donc, 1,1 milliard de shekels pour les endroits les plus touchés. Et à part ça, il va recevoir dans les 5 prochaines années encore 1,4 milliard de shekels qui va servir de renforcer les infrastructures et autres bâtiments publics et tout ça qui ont été détruits. Donc, c'est un premier budget plus un budget de développement. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est au niveau de savoir au niveau des chiffres des appartements, des maisons qui ont été reconstruits. D'abord, il y a eu 1800 bâtiments qui avaient été un peu pas complètement détruits, mais beaucoup qu'il fallait restaurer. Et sur les 1800 appartements comme ça, 970 ont été restaurés, c'est pas mal. Et il y a eu 420 bâtiments donc dans cette bordure-là qui ont été complètement détruits. Et là-dessus, ils en ont pu reconstruire 110, donc un quart de ça. Donc ça, il y a comme quelque chose qui se passe. Maintenant, quelque chose qui va à mon avis jouer aussi pour le fait que ceux qui sont pas encore venus vont venir, c'est que fin juin, le financement pour ceux qui ont été déplacés, surtout ils sont à Tel Aviv ou autre, va arrêter. Et donc soit ils vont choisir des solutions plus d'aller chez les amis ou je sais pas quoi, soit des solutions peu onéreuses et peut-être ça fera encore revenir une partie qui pour l'instant n'est pas encore revenue. Ok, bon, ça c'était important de faire un point parce que c'est vrai qu'on se demande souvent que sont devenus tous ces gens et c'est important de dire que voilà, les choses ne sont pas encore tout à fait remises mais on est en chemin. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler des députés qui ont critiqué l'autorité des marchés financiers parce que certains incitent les Israéliens à casser leur épargne retraite. Et on le sait, quand on arrive à la retraite, qu'on n'a pas d'économie, c'est très, très compliqué. Et personne ne fait rien contre ça. Et ça les a beaucoup, beaucoup énervés, nos députés. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a à la Knesset une commission qui s'appelle Contrôle de ceux qui donnent des services financiers.
Et c'est député de tous les partis, et c'est du consumérisme. En fait, ils sont faits pour nous protéger à nous, et c'est bien. Et ils ont le droit, et même je dirais le devoir, de convoquer les autorités quand il le faut. Et c'est aussi des débats, puisqu'il y a l'ensemble des organismes qui, sur chaque sujet, qui sont importants, qui sont convoqués et qui peuvent venir parler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? La chose suivante. Ils ont remarqué qu'il y a des sociétés privées, c'est des plaintes qu'ils ont eues, quoi, mais ils le savaient, oui, bien sûr. Des sociétés privées qui, d'une part, disent aux gens qu'ils arrivent à trouver de l'argent qu'ils ont perdu, ce qu'on appelle KSF à vous. Il y a des gens qui ils savaient pas qu'ils avaient de l'argent dans une banque, dans un organisme, etc. Et aussi, ça peut être dans des caisses de retraite. Mais ils s'arrêtent pas là, ces sociétés privées. Ils incitent les gens en disant, vous savez, je vois que vous avez besoin d'argent. Vous savez que vous pouvez casser votre retraite. Faites ce qu'on appelle en hébreu pidyon mukdam. C'est que vous entendez ce mot-là, pour ça, je le dis en hébreu. Et alors, les gens se disent, quoi, c'est formidable. Moi, j'ai besoin maintenant d'argent. Je savais pas. Et ils le font. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme vous l'avez dit, il arrive que s'ils cassent leur retraite, ils n'ont plus rien quand ils arrivent à l'âge de la retraite. Maintenant, il faut savoir que il faut avoir des sommes très importantes pour avoir une retraite convenable en Israël. J'ai vu un calcul que 100 000 shekels qu'on a économisé pour sa retraite, c'est 500 shekels par mois. C'est pas grand-chose. Il faut, sinon vous avez pas, même 1 million de shekels vous aurez fait pour toute votre vie, ça veut dire 5 000 shekels par mois, mais c'est pas grand-chose, même si vous ajoutez ce qu'on appelle l'allocation vieillesse du butoir Lomi. Donc c'est vraiment très très important de maximum garder pour sa retraite quand on le peut, bien entendu, de l'argent. Et alors, donc ils ont convoqué et ils ont dit que qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que d'ailleurs le public le accepte, ceux qui sont contactés, c'est parce que les institutionnels, c'est-à-dire ceux qui gèrent la retraite, qui ont ces demandes, ils n'expliquent pas à leurs épargnants. Vous savez, la conséquence, c'est ce que moi je viens d'expliquer ici, c'est que si vous prenez maintenant, vous n'en aurez plus rien à l'âge légal de la retraite, 65, 67 ans. Et donc, et c'est pas bien expliqué d'après ce qu'ils ont vu. Et ils sont aussi critiqués. Non seulement vous avez raison, l'autorité des marchés financiers qui ne lutte pas contre ces sociétés assez, et également les institutionnels qui font pas leur boulot à ce niveau-là. Et tout le monde est venu rajouter au député la Histadrout qui a dit qu'elle a aussi des places à ce niveau-là. Bien sûr, les assureurs, ils ont intérêt à ce que des gens en retraite, mais ils voient ce qui se passe, donc ils sont venus rapporter aussi dans le même sens. Qu'est-ce qu'a répondu l'autorité des marchés financiers? Elle dit comme ça. D'abord, sachez que nous avons chopé, nous avons pris certains, et il y en a, ceux qui ont fait ça, on a donné 7 millions de shekels d'amende. Donc, on l'a fait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, des fois, des problèmes criminels là-dedans. Enfin, criminels, je parle de blanc, ça veut dire pas quelqu'un qu'on menace physiquement, mais ça peut avoir quelque chose de criminel qui pourrait être aussi vu par la police. On escroque quelqu'un, on lui ment et donc dans ce cas-là, il y a aussi un recours à la police qui est fait. Et ça, ils se sont dit, nous, on va pas vers la police le faire, c'est-à-dire, on fait pas encore ce geste-là. Le président de cette commission-là a conclu en disant, je m'adresse aux institutionnels, je demande qu'à partir de maintenant, il y ait une circulaire chez vous, enfin, que ça se passe comme ça, que chaque personne qui va vous demander de casser la retraite, de faire ce qu'on appelle pidyon mukdam, vous lui expliquez les conséquences de son geste. Ok, donc ça c'est pas mal, bah oui, parce que ça coûte très cher, il faut payer, je crois, 35% d'impôts sur la somme tout de suite, donc on perd beaucoup d'argent. Pas dans tous les cas, des fois, oui, parce qu'on permet dans des cas où des gens sont en cas sociaux très difficiles de le faire. Mais je dis, moi, est-ce qu'on pouvait le faire? Faites attention parce que il y a ce revers de la médaille. Alors, puisqu'on parlait d'argent, on va continuer avec le secteur bancaire et la concurrence bancaire. Est-ce qu'on y est? Oui, alors, il y a eu effectivement deux lois qui ont été votées récemment, qui vont rentrer tous les deux d'ailleurs à la fin de l'année 2025. C'est pas quelque chose qui est immédiat, d'abord faut le savoir, mais on a beaucoup parlé dans la presse. J'ai eu aussi des appels des Olim qui m'ont demandé, expliquez-nous ce qui sont ces deux lois-là. Donc c'est pour ça, moi je suis au service on en parle aujourd'hui, bien sûr. C'est pour ça que je fais ce qu'on me dit. Mais je suis très en colère contre ces deux lois-là. Je vais expliquer. C'est du populisme et on va expliquer pourquoi. C'est intéressant parce qu'en vérité, ça nous permet d'analyser parce qu'a priori, la concurrence bancaire, c'est plutôt bien pour nous. Alors, quelles sont les deux lois? Première loi, c'est de permettre, disent comme ça, à n'importe quelle personne, même qui n'a pas un compte dans cette banque-là, d'ouvrir un dépôt bancaire. Ça veut dire, par exemple, vous êtes, cet exemple que je donne, vous êtes le Oumi,
vous voulez ouvrir un compte, un dépôt bancaire à la discount parce que, ce qui était vrai en l'occurrence, c'est qu'ils ont donné 5,5% sur un an. Je sais pas s'ils le font encore. Donc, c'est beaucoup. On ouvre un compte, on bloque l'argent, et voilà. Mais, voilà. Et sans être client de la deuxième. Alors, pourquoi je dis, c'est, ça sert à rien. Ça se fait déjà. Je sais pas ce que fait les lois. J'ai déjà vu d'autres, des banques. Il n'y a pas besoin de loi pour faire ça, c'est ça. La Banque Jérusalem le fait, et d'autres, moins de zéro et encore d'autres, qui sont en disant les pubs, ça se voit. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte chez moi, vous pouvez ouvrir des dépôts. Alors, pourquoi faire une loi sur quelque chose qui existe déjà? Ça, c'est une première chose. Deuxième loi qui a été faite, du 10 ans. À partir donc de la fin 2025, toute personne qui aura plus de 15 000 shekels sur son compte va recevoir en hébreu, ça veut dire un avertissement de la banque. Ça sera par SMS, par email, par téléphone, je sais pas, en disant, ça sera une fois par trimestre, au début, après une fois par mois, j'ai seulement vous savez que vous avez 15 000 shekels sur votre compte courant. C'est dommage parce que vous pouvez gagner de l'argent en le plaçant. Il y en a effectivement, j'ai vu les chiffres, 200 milliards de shekels comme ça, sur les comptes courants des gens. Donc, c'est beaucoup d'argent que les banques gagnent comme ça, que les gens ont des comptes courants. Et en leur donnant aussi les alternatives, en disant, vous pouvez dans les dépôts bancaires, vous pouvez dans les casse-pilotes, etc. Comme ça, ça sera, comme ça, la loi, elle dit. Alors, qu'est-ce que moi je dis? La chose suivante, c'est d'abord il y a eu une statistique qui a été faite. Il faut savoir que la moitié des clients en Israël qui ont un compte courant qui n'est pas négatif, qui n'est pas en découvert, donc ça concerne que cela. La moyenne, c'est 1500 shekels, donc ils sont pas dedans, d'accord? Donc c'est que la moitié des clients que ça concerne. Maintenant, donc c'est pas quelque chose qui concernera tout le monde. Deuxièmement, moi, ce que je dis, c'est que d'abord, ça existe déjà, que les banques font et téléphonent d'eux-mêmes parce qu'ils ont intérêt à ce que les gens... Vous êtes en train de dire, ça ne sert à rien. Ça se fait déjà en pratique. Ouais. Alors, qu'est-ce que d'autres députés ont aussi proposé? Encore récemment, j'ai vu une nouvelle proposition de loi, et qui est très intéressante, qui est de dire que les banques seraient obligées, à partir du premier shekel, de donner la moitié du taux de découvert. Le taux de découvert des banques ont intérêt qu'il soit très fort. Et vous savez, ça peut arriver jusqu'à 18%. Oui, bien sûr. Eh ben, vous allez faire la même chose. Autant que vous avez de l'argent sur en liquide. Et sans, comme maintenant vous faites, vous bloquez, vous donnez 25 shekels par-ci, par-là. Vous allez donner la moitié du découvert. Et quel est le premier qui a réagi? La Banque d'Israël, en disant, ceux qui décident de ce que doivent faire les banques et c'est pas les députés, c'est les banquiers, c'est la Banque d'Israël. Voilà. Et donc, pour la stabilité bancaire, et ça se fera pas. Et également, pour revenir à l'autre chose d'alternative, la Banque d'Israël, soi-disant, depuis des mois et des mois, essaie de dire aux banques, je vous demande de présenter plus à vos clients les casse-pilotes qui sont beaucoup plus intéressants que les bancaires. Les banques ne font rien à ce niveau-là. Donc, j'y crois pas, c'est beaucoup de populisme. C'est pas grave parce que nous avons Daniel Guggenheim qui adore les casse-pilotes et qui les propose à tous ceux qui se renseignent auprès de lui. Il y a une dernière précision que je voudrais sur cela, puisqu'on parle des banques, très important. Il y a eu une décision de justice qui a dit, il y avait quelqu'un qui avait déposé un chèque, mais il était mezouillaf, ça veut dire il était faux. Et ben le tribunal a dit, c'est la banque qui est responsable, parce qu'elle aurait dû vérifier, elle avait les moyens de vérifier qu'il était faux. Et donc c'est elle qui devra subir toutes les conséquences. C'est très très important. Ça, c'est intéressant. Ça c'est bien, c'est mieux que tout le reste pour les épargnants et pour les... Exactement. Alors on va finir l'émission, oui, Daniel, avec Shavuot, parce qu'on y est, quoi. C'est tout à fait d'actualité, et on le sait, Shavuot, c'est le moment par excellence où nous mangeons des produits lactés, des fromages, du lait, des yaourts de toutes sortes, malgré le prix rédhibitoire, on peut bien dire, parce que c'est quand même très cher les produits laitiers. Alors est-ce que les produits lactés donc conservent leur attrait auprès des Israéliens ou pas? Tout à fait. D'abord, c'est pas seulement nous, c'est le ministère de l'Agriculture qui se fait un honneur ou un devoir tous les années avant Shavuot de publier les statistiques sur la consommation des Israéliens aux produits laitiers pour savoir aussi ce qui se passe. C'est très intéressant au niveau de l'économie. Et il publie la chose suivante, que les Israéliens en 2024, ils ont donné chez 2024, c'était 150, un peu plus de 150 litres par habitant en moyenne par an. De lait consommé. Mais c'est-à-dire, encore une fois, là-dedans, du lait qu'on boit, c'est que 40 litres. Oui. Mais je comprends les fromages et tout ça qui sont transformés en litres, vous comprenez? Donc, tout compris, pas besoin de rentrer dans le détail de chaque chose, mais ça vous donne une ordre d'idée. Ce qui est intéressant de dire aussi, ils disent, la vache israélienne est une vache très productive. Moi, je trouve en tout cas 33 litres par jour de lait et 12 000 par an.
c'est pas mal. Et il y a 620 étables en Israël qui font par an 2,5 millions de litres de lait. Donc c'est très important, tout confondu. Alors, il y a maintenant au niveau de consommation. Au niveau de Shavuot, les jours après Shavuot, les super publient qu'il y a une augmentation de 67% de la consommation de produits d'achat de produits laitiers. Et ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est qu'il y a, de façon globale toute l'année, ça maintenant, il y a 5 fois plus de produits alternatifs qui sont consommés qu'il y a dessus 20 ans. Et il faut dire, pour le premier sujet que j'ai dit, c'est très productif. Depuis 10 ans, la production de lait en Israël a augmenté par vache de 26%. C'est très important. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus rationnels parce que les Israéliens aussi consomment beaucoup de lait, c'est bien. Il y a un chiffre d'affaires de tout la branche laitière de 11 milliards de shekels par an. C'est quelque chose de très important pour l'économie israélienne. J'en déduis que les prix ne sont pas près de baisser. Sujet très douloureux, on pourrait le dire, qui est le prix. Si on remarque, par exemple, en gros, c'est presque le double de ce qu'il y a en Europe. En France, vous avez à peu près l'huile de lait à 1 euro. Et ici, vous n'êtes pas loin de 8 shekels, un peu plus de 16. Donc, ça veut dire c'est entre 85 et 100%. Et plus on va dans les fromages et autres, on arrive aux mêmes situations. Et on se demande pourquoi ça arrive. D'abord, il faut savoir qu'il y a moins d'endroits pour faire du pâturage qu'il y a en France. Donc, ils sont obligés, beaucoup les agriculteurs, d'acheter du manger pour les vaches que ce que sont le font en Europe. À mon avis, une chose qui est le plus fondamentale là-dedans, c'est les subventions. Le marché européen subventionne beaucoup plus les agriculteurs que le gouvernement israélien le fait. Et donc, ça oblige les producteurs à donner un prix plus fort. C'est bien. Alors, est-ce que le gouvernement y pense à subventionner les agriculteurs? Toujours, c'est dans l'air, mais ils n'acceptent pas. Ils le font, mais à mon avis, pas de façon suffisante. C'est ça le grand problème. Et dernier truc qu'ils disent, c'est un point qui est pas fondamental, c'est l'histoire de la cache-route, parce que comme en Europe, il n'y a pas besoin de les surveiller. Vous savez, en Israël, on fait du lait surveillé, et donc il y a quand même du main-d'œuvre, etc. En plus, voilà. Bon, eh bien, merci pour ces infos. En tout cas, on en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Shavuot. Merci Daniel, on se retrouve après les fêtes. Avec plaisir.